d'une telle qualité qui va nous dispenser ces réflexions avec lesquelles je suis en profond accord. Je fais partie du Centre Cormier qui est dirigé par le frère Albert-Henri Culem. Donc j'ai été très contente qu'il fasse venir Éric Zemmour. Et j'ai trouvé cette idée très audacieuse. Je suis très curieuse de savoir ce qu'il va nous dire, qu'il va nous parler de son livre éventuellement. C'est la première fois qu'il vient à Marseille et on a vraiment envie de le voir. On sait à peu près ce qu'il va dire, ça serait intéressant de savoir les questions qu'on lui pose et comment il peut y répondre. On a lu quasiment tous ses bouquins et on a très hâte de voir les questions qui seront prises par le jury et qui seront posées à M. Zemmour. Le fond de sa pensée, on la connaît, donc après... on n'a pas eu le temps. Moi oui, j'en ai fait une. Demander s'il avait des conseils à la jeunesse de France qui résistait contre la déconstruction de notre société traditionnelle. Je suis très heureuse de le rencontrer puisque maintenant il n'a plus la possibilité de passer dans les médias. Je veux écouter un petit peu ce qu'il pense, c'est très important pour moi. J'aimerais qu'il nous dise un petit peu ce qu'il pense de la situation actuelle, de ce qu'il pense justement de nos manques de liberté qu'on nous enlève de plus en plus. Je suis plus venue pour l'écouter que pour lui poser des questions. J'attends des réflexions, des réponses sur cette question qui a été posée, à savoir la question de la liberté aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que nos libertés elles sont mises en danger par le gouvernement actuel et par les médias, par tout un tas de choses qui nuisent en fait à notre liberté de penser, même parce qu'on voit qu'on est facilement condamnable aujourd'hui. Éric Zemmour en a fait les frais. Monsieur Zemmour, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu justement pour donner son avis et c'est quelqu'un qui ne se tait pas, même condamné, quelqu'un qui ne se tait pas, qui va jusqu'au bout de ce qu'il pense. Bonsoir messieurs, dames, est-ce qu'on entend bien? Voilà. Alors, merci beaucoup d'être venus ici, nombreux ce soir pour accueillir notre ami Éric Zemmour. Nous sommes très contents, ça va nous donner, comme on dit en français, une boule d'air de respiration intellectuelle. Nous sommes très contents. Avant de commencer, j'aimerais juste dire quelques petits mots pour défendre ma démarche. Donc, pour fêter les 5 ans du Centre Cormier des Dominicains, avec cet événement qui est quand même extraordinaire. Parce que j'ai reçu quand même quelques emails et quelques remarques qui étaient un peu négatives vis-à-vis de cette soirée, mais donc ça ne m'a pas trop impressionné, parce que j'étais quand même soutenu par... La première objection contre cette soirée est M. Éric Zemmour lui-même. Parce qu'on m'a dit il est raciste, il est macho, et il est aussi tout le reste. Mais là, après aussi, je me suis quand même dit, on est libre quand même d'inviter qui on veut. Et je ne sais pas... La deuxième objection était sur Marie-Madeleine Barrère, parce qu'on m'a dit, oui, bien sûr, on est déjà, Éric Zemmour est assez de droite, et après avec une sœur extérieurement intégriste et comme ça rentre entièrement dans le même jeu.
Mais je peux vous rassurer, c'est pas ça, parce que sœur Marie-Madeleine Barrère, elle est prieure de la fraternité Notre-Dame des Prêcheurs à Pau. Donc c'est une toute nouvelle fondation des Dominicaines, donc parce que notre province de Toulouse a eu cette extraordinaire idée de fonder, en fait, non pas fonder, mais aider à une sorte de fondation des Dominicaines qui sont justement égales aux frères. Donc ça serait, on est pour l'égalité, donc ça veut dire que les frères, que les sœurs ont les mêmes chances que les frères. Donc ça veut dire, chez les frères, on peut être à la porterie et aussi on peut devenir professeur à l'université. Chez les sœurs, jusqu'à maintenant, c'est un peu, au moins on a oublié ça, on a une Catherine de Sienne au Moyen-Âge, mais depuis là, on n'a pas vraiment eu une congrégation qui pouvait tout faire. Donc, dans les Dominicaines, je sois infirmière, soit on s'occupait des enfants de la maternelle, mais oui, moi j'exagère un peu. Mais il faudrait maintenant. Il est pire que moi. Donc, on va faire. Donc, pour ça, nous sommes très heureux d'avoir sœur Marie-Madeleine parmi nous. Et elle va bien discuter ou se poser des questions à monsieur Éric Zemmour. La troisième raison était bien sûr le lieu, l'hôtel Intercontinental, parce qu'on m'a dit, mais vous êtes bien bourgeois, vous aimez bien la richesse, etc. Mais là, il ne faut pas oublier que chez les Dominicains, on essaie d'être réaliste et faire cette réunion à la porte d'Aix, ça n'aurait pas donné beaucoup de bruit. Parce que, vous voyez, déjà pour la sécurité de M. Zemmour, c'est très très difficile. Et aussi, on ne peut pas s'asseoir parce que là, il y a partout des chiens. Donc, voilà. Bon, maintenant, on va enfin rentrer dans le débat. Le débat, le titre est à chacun sa liberté. Et la liberté est-elle une illusion? Si chacun vit sa liberté d'une manière absolue, ça devient en fait un droit du plus fort, ça peut devenir une tyrannie. Et là, dans ce cas-là, ça peut devenir véritablement une tyrannie, une illusion. Et M. Éric Zemmour, dans ses livres, dans le livre Le suicide français, il parle de la dérision, de la déconstruction, d'abord, parce que d'abord on rit sur les choses, après on le déconstruit un peu, parce que déjà par le rire, on déconstruit, et après, c'est de la destruction totale. Et là, nous sommes dans le suicide français. Mais comme aussi, je vous ai demandé de m'envoyer quelques questions que je pouvais poser à M. Éric Zemmour, vous l'avez bien fait. Il y a une des questions qui était posée, en fait, une idée, la France n'est pas encore complètement morte. Et qu'est-ce qu'on pourrait donc faire pour que la France sorte de cette léthargie, de ce suicide, dans cette atmosphère suicidaire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux vivre? Donc je commence tout de suite. Et là, bien sûr, ça c'est le titre général. Aussi, comment sauver la France, qui est quand même, excusez-moi, fille aînée de l'Église. Donc, excusez-moi. Donc, et là, on va essayer de répondre. En fait, on va poser des questions maintenant. Donc, ça sera ma soeur Marie-Madeleine qui posera des questions aussi et discutera. Ça sera très libre. Donc, ça pose un débat tout à fait libre. Et on se laisse guider par l'inspiration de nous trois. C'est la Sainte Trinité. Voilà. Bien, monsieur Éric Zemmour, la première question, un peu provocateur. Vous êtes machiste, macho. Vous attaquez fort. Alors, maintenant, comment peut-on le comprendre? Donc, vous attaquez directement sur la question des femmes, c'est bien. Est-ce que d'abord, est-ce que mon micro fonctionne? D'abord, pas bien? Là, c'est mieux? Ah, donc c'est de ma faute, c'est parce que je ne l'ai pas mis assez près, pardonnez-moi. Là, comme ça, c'est bien? Oui. Écoutez, il faut d'abord, je vous remercie d'être venu ici, d'être venu aussi nombreux, aussi enthousiastes, ça fait
plaisir à voir et à entendre. Maintenant, je ne sais pas si il faut attaquer directement sur cette question. Moi, je veux bien. Il faut peut-être essayer de remettre dans le contexte. Il faut d'abord, je ne vais pas éluder la question. D'ailleurs, ça va me permettre de mettre les choses au point. Il faut bien que vous compreniez, Macho est un très bon exemple d'ailleurs. Comment vous dire, depuis 40 ans, et même depuis beaucoup plus longtemps, depuis plusieurs siècles, la vie intellectuelle française est une bataille idéologique qui se mène à coups de mots. Et celui qui domine, c'est celui qui impose ses mots, qui impose son vocabulaire. Pour une raison très simple, c'est que tout simplement, celui qui impose son vocabulaire impose sa façon de penser. Celui qui impose sa façon de penser, évidemment, soumet l'autre à sa façon de penser. Jusqu'à présent, tout le monde comprend. Il y a une deuxième raison, alors là, beaucoup plus française, parce que ça, ce que je viens de dire, c'est général dans tous les pays et dans toutes les époques, mais il y a une spécificité française qui est ce que j'appelle le nominalisme. C'est-à-dire que les élites de gauche françaises sont atteintes d'une maladie assez grave, qui est qu'ils pensent que nommer les choses ou ne pas nommer les choses les fait disparaître ou les fait apparaître. C'est-à-dire que si ça, je vous dis, c'est une bouteille, le simple fait que je vous ai dit que c'est une bouteille, eh ben, je vais convaincre des millions de gens et on va dire les gens sont zémorisés, ils croient tous que c'est une bouteille. Si simplement on vous a dit c'est une bouteille, que moi je viens et dire mais non, c'est un verre, et que madame devant, elle me croit que c'est un verre, Edoui Plenel va dire madame est zémorisée, parce qu'il l'a convaincu, c'est parce qu'il est passé souvent à la télévision, qu'il l'a convaincu que c'était un verre et non pas une bouteille. Ça, c'est le débat intellectuel français. Donc macho, c'est exactement la même chose. C'est un mot inventé par les féministes pour dire que quand un type se comporte selon les comportements traditionnels, séculaires, millénaires des gens de sexe masculin, eh ben c'est mal. Voilà. Donc si vous voulez, on dit, au lieu de dire homme, on dit macho. Vous voyez, je vais me lever, je vais faire un sourire à une jolie femme, on va dire que c'est un macho. Non, c'est un homme. Mais pour dire qu'il ne doit pas le faire, on dit c'est un macho. C'est le nominalisme que je vous décris. C'est-à-dire les mots n'ont plus le sens commun, ils ont un sens qu'on veut imposer à la population. C'est 1984 d'Orwell, vous comprenez? Tout le monde connaît cet exemple. Dans 1984 d'Orwell, c'est la liberté veut dire l'esclavage, la paix veut dire la guerre, et la liberté veut dire la soumission. C'est le mot, vous savez, à l'entrée des camps de concentration, le travail rend libre. Voilà. C'est ça, notre époque, et c'est ça, nos intellectuels de gauche. Donc, pourquoi certains me traitent de tous les noms? C'est parce que moi, je n'accepte pas ce diktat de leurs mots. Et je veux employer mes mots. C'est scandaleux. Alors, c'est un crime absolu. Vous voyez, donc et donc, ils vont me mettre tous les phobes, vous savez, c'était la cagophobe. Donc, je suis... c'est de Philippe Muret. De là où il est, il doit être content que vous riez encore de ces bonnes blagues. Donc, c'est islamophobe, xénophobe, je suis donc homophobe, et puis... pour les femmes, ils n'ont pas inventé en phobe, donc ça donne misogyne, etc. Et voilà, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Je suis germanophobe, je suis américanophobe, je suis... voilà, ils peuvent passer la soirée comme ça. Je suis phobe. C'est un destin. Voilà, j'accepte mon destin. Voilà, c'est tout. Donc, mais je pense vraiment, et c'est bien finalement votre question me permet, on parlera si vous voulez des femmes, etc. sur le fond. Hein, il n'y a aucun problème, je n'éluderai pas cette question. Mais je voulais profiter de votre mot macho pour bien expliquer à l'Assemblée qu'il mène la guerre des mots.
Et cette guerre des mots, quand vous résistez à cette guerre des mots, alors là, il vous envoie la Panzerdivision. Et la Panzerdivision, c'est macho, islamophobe, etc. Tout ce que je vous ai donné déjà tout à l'heure. Donc voilà, c'est assez simple. Maintenant, si vous voulez, il faut bien comprendre que la situation est grave, et justement, ça fait partie du suicide français, parce que ces gens-là, ces intellectuels dits de gauche, ont gagné la partie. Et pourquoi je parle de suicide? C'est parce que la population française s'est soumise à leur diktat. Vous comprenez? Et donc elle accepte de ne plus employer certains mots, elle accepte d'employer d'autres mots. Vous voyez? Donc le suicide français est lié à un manque de pensée, complètement parce que les Français ne réfléchissent plus. C'est lié, non, c'est lié à une dictature de la pensée. Vous savez, en fait, il faudrait, j'explique dans le livre comment ce qu'on a appelé la pensée 68 s'est imposée dans toute l'Europe après être venu des universités américaines, des campus américains dans les années 60. Une pensée, si vous voulez, à la fois marxiste et libertaire. On sait que la lutte des classes allait amener la révolution comme on avait vu en URSS, etc. Et en même temps libertaire, parce qu'on a, à partir des années 60, dans les campus américains, remplacé la classe ouvrière, qui était la classe mythique, la classe messianique. D'ailleurs, il faudra parler de ce remplacement par le communisme du christianisme, qui a repris tous les concepts millénaristes du christianisme, et pour mettre à la place ces concepts religieux, elle aussi. Donc, en l'occurrence, la classe ouvrière, c'était le concept messie et messianique par excellence, et à partir des années 60, on a, à la place de des classes ouvrières, on a mis les femmes, les minorités noires, tous les anciens pays colonisés, donc tous ces peuples sont devenus une espèce de peuple messianique à la place de la classe ouvrière française, etc. Et pareil pour les femmes, on aura cette conversation tout à l'heure, le grand travail de Simone de Beauvoir, par exemple, ça a été de vouloir mettre les femmes comme nouveau peuple, si vous voulez, révolutionnaire et messianique, qui remplaçait aussi la classe ouvrière. Et tout ça est né dans les années 60, avec les mouvements noirs, avec les mouvements de révolte contre l'autorité générationnelle, etc. Et qui est arrivé en Europe, voilà. Et la spécificité, si vous voulez, de ces phénomènes, c'est que ça n'a non pas accouché d'une société communiste, mais au contraire, ça a été utilisé par le capitalisme pour un surcroît de capitalisme. Cette bascule a lieu dans les années 80, c'est-à-dire quand les mouvements contestataires, révolutionnaires, prennent le pouvoir et deviennent en vérité les idiots utiles d'une nouvelle révolution capitaliste, encore plus mondialiste, encore plus inégalitaire. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne se repère pas facilement, parce qu'au départ, ça va être une révolution qui part à gauche, si je veux dire, avec une phraséologie de gauche, même marxiste, en particulier en France, moins aux États-Unis, ils sont moins imprégnés de cette culture marxiste, mais en France, dans les années 60-70, la phraséologie marxiste est très puissante, comme en Italie par exemple, les pays les plus marxisants d'Europe occidentale. Et puis, petit à petit, ça bascule dans un univers où on croit retrouver le libéralisme, où l'individu est consacré roi. On va y venir tout à l'heure, c'est le sens de votre question, la liberté. Au nom de la liberté, l'individu va avoir tous les droits, jusqu'à la folie, jusqu'au caprice. Et c'est là qu'on va retrouver, c'est là où d'ailleurs les gens de droite vont se dire mais en fait c'est notre révolution, c'est le libéralisme, c'est l'économie de marché, puis ils vont être emportés par cet individu roi qui a tous les droits. Vous voyez ? Donc il faut bien comprendre ça parce que c'est l'arrière-fond, si vous voulez, historique et idéologique de notre situation et de ce suicide français. Ah, faut pas que je m'arrête ? Non, pas du tout.
Moi, je peux continuer si vous voulez, hein, mais bon, on m'a dit, il me pose des questions, donc moi je m'arrête. Je vous écoute. Des questions? Ah non, mais comme vous voulez, ou si vous voulez, je continue ma démonstration pour vous, c'est comme vous voulez. Moi. C'est très bien. Donc j'ai plein de questions. Alors, allez-y. Donc vous parlez dans votre livre, en particulier de la figure du père qui est assassiné, par plusieurs symboles, dans plusieurs faits historiques. Et vous arrivez au constat justement que la figure du père et de la masculinité ou du masculin s'efface pour une féminisation de la société, petit à petit dans l'histoire à travers plusieurs événements, et puis qui arrive à son paroxysme dans notre société contemporaine. Et c'est là où alors je suis en accord avec le constat, c'est-à-dire de l'absence du père, de l'absence de l'homme, en tout cas dans beaucoup de situations, et d'une forme d'oppression de l'homme, de la figure masculine. Et dans votre livre, le premier sexe, vous parlez de féminisation de la société, et c'est là où je ne suis pas tout à fait en accord, c'est que, est-ce que c'est une féminisation de la société ou, alors là je ne connais pas le mot justement, une androgénéisation de la société, parce que la société actuelle ne semble pas très féminine, en tout cas pas de féminin dont j'ai l'image. Et ensuite, sur la mort du père, justement, est-ce que la provocation des femmes parfois qui vont jusqu'à confronter les hommes, n'est-ce pas parce qu'elles attendent un homme debout devant elles, et que finalement elles préféreraient qu'au lieu qu'ils fuient, comme on a l'impression aujourd'hui que la réponse c'est toujours la fuite, eh bien qu'ils puissent se tenir debout, et que ce soit alors bien sûr dans la politique, mais aussi dans l'éducation, dans une famille. J'ai vu une fois, j'ai eu une image comme ça qui est très parlante, et pour moi cet homme était mon héros parce qu'il n'a pas fui. C'était dans une famille avec des enfants handicapés, ce qui est très difficile dans les familles avec des enfants handicapés parce que la mère a une fusion encore plus forte avec l'enfant, et elle est persuadée, et de façon naturelle, qu'il n'y a qu'elle qui peut lui donner ce dont il a besoin. Et donc elle a tendance assez facilement à mettre le père un peu long. Et un jour, dans une famille comme ça, je voyais un papa dans une retraite avec des enfants handicapés, un papa qui jouait avec sa fille handicapée et qui la faisait voler, je ne sais pas, vous savez comment font les papas, qui la faisait voler, voilà, et la maman qui arrive paniquée en disant « Mais où étiez-vous? Tu l'as retrouvé, tu ne me l'as pas dit ». Enfin, elle lui a fait une scène, et le papa lui a dit « Mais c'était ton jour de repos, tu devais partir, tu t'en vas tout de suite, je m'en occupe ». Mais pour moi, ça a été la réponse qu'il fallait donner, et le père qui se tient là et qui reste malgré la difficulté. C'est une question effectivement un peu ample, on va essayer de l'aborder le plus clairement possible. D'abord, quand je parle de féminisation de la société, de quoi je parle? Je parle des valeurs qui dominent le discours général. Dans le discours qu'on nous impose, je reprends à la question de tout à l'heure, vous voyez, il y a un discours qu'on nous impose. C'est bon là? C'est bon, excusez-moi. Vous me dites si j'oublie de parler tout à l'heure. Dans le discours qu'on nous impose, les mots qui reviennent sans cesse, c'est la paix contre la guerre, le consensus contre le conflit, le dialogue contre l'autorité. Comment vous dire, on peut continuer comme ça longtemps. Ça, ce sont des valeurs féminines. Quand je parle de féminisation de la société, je parle de ça. C'est-à-dire les valeurs féminines qu'on veut imposer à toute la société. Ça ne veut pas dire que c'est les femmes qui veulent imposer ça, vous comprenez? Ça veut dire que ce sont des valeurs que le discours dominant veut nous imposer. Ça n'a pas toujours été le cas. Au XIXe siècle, les valeurs d'honneur, de guerre, d'autorité étaient valorisées et étaient considérées comme supérieures aux valeurs de pacifique et de consensus et de discussion. Okay? Je ne parle que de ça. Maintenant, il y a une deuxième chose. On nous dit,
si vous voulez, il y a un biais dans le discours dominant, c'est qu'on nous dit les hommes ont du féminin en eux, les femmes ont du masculin en eux, en elles. Tout ça, chaque individu doit se trouver, doit faire la part entre son masculin et son féminin, enfin, tout ce baratin psy qu'on connaît tous. Il suffit d'ouvrir un journal féminin, on l'a tous les jours. Il suffit d'aller à la télé, la radio, tout ça, c'est le baratin psy habituel auquel tout le monde est habitué. Et après, on nous dit, mais les valeurs supérieures sont les valeurs que je vous ai dit tout à l'heure, donc les valeurs féminines. Donc, les garçons ont intérêt à mettre en avant leur féminin qu'ils ont en eux, parce que sinon, c'est des gros lourdeaux quand ce ne sont pas des vrais salauds. Deuxième vague de féminisation. Après, ça devient encore plus complexe. On nous dit qu'il faut la parité partout. Et là, ça devient beaucoup plus complexe parce qu'on devient petit à petit, au nom de l'égalité, on pousse tout doucement vers l'indifférenciation. C'est ça le but du jeu. Le vrai but du jeu, c'est pas l'égalité. L'égalité, vous avez bien compris, c'est un rideau de fumée qu'on agite. Le vrai but du jeu, c'est l'indifférenciation. L'indifférenciation, ça veut dire plus personne n'est homme, plus personne n'est femme. C'est l'homosexualisation de la société. Mais on a dû passer par les valeurs féminines pour arriver à la différenciation. Vous comprenez? Alors après, vous avez tout à fait raison, c'est pas vraiment ni homme ni femme, c'est une espèce de troisième sexe. En vérité, la vérité ultime de cette querelle, parce qu'il faudrait revenir d'où ça vient, ça je l'explique dans le livre, avec la transformation de la guerre. Si vous voulez, je pense historiquement que la légitimité millénaire du pouvoir des hommes dans la société reposait sur la guerre. Il risquait sa vie pour protéger la femme et les enfants. En échange, il avait une espèce de légitimité à une autorité comme ça, parce qu'il risquait sa peau et qu'il défendait la cité. Et il revenait, le vivant, parce qu'il y avait beaucoup de morts, il revenait en héros. La guerre de 14 est un basculement historique phénoménal. C'est pour la première fois dans l'histoire, vous relisez tous les grands écrivains qui ont été sur la guerre de 14, à part les Allemands d'ailleurs, à part Juncker, ça ne sera pas étonnant, ils ont encore la force, si j'ose dire, de faire ça. Mais les Français, par exemple, c'est très intéressant, les soldats de 14 ne sont plus des héros, ce sont des rats qui se survivent dans les tranchées. C'est horrible. Ils ne se voient plus comme des héros. Et donc, à partir de ce moment-là, au retour de 14, il y a un plus jamais ça qui est non seulement plus jamais la guerre, vous comprenez, mais plus jamais la virilité, parce que la virilité, si ça impose, pour avoir le pouvoir sur les femmes, de transformer en rats et non plus en héros, comme Murat, Austerlitz ou Bayard avec Marignan, c'est plus la peine, vous comprenez? La deuxième vague, c'est l'évolution du capitalisme. Il faut bien comprendre que si vous voulez, les rapports qu'on a en tête des hommes et des femmes, ce n'est pas des rapports millénaires, c'est des rapports au XIXe siècle. C'est le XIXe siècle qui a, si vous voulez, extrémisé un peu la différenciation entre les hommes et les femmes. Hein, les hommes à l'usine ou dans les bureaux et les femmes à la maison. Mais pourquoi? D'abord, il faut toujours rappeler que, il suffit de lire Zola pour savoir qu'il y avait des ouvrières dans les usines, hein, que c'est une vision un peu bourgeoise. Ça. Mais plus profondément, parce que le XIXe siècle avait inventé un capitalisme d'épargne. Vous comprenez, qui reposait sur le patrimoine, sur l'épargne, et puis on investissait. Pour cela, il fallait protéger cette épargne. Et donc, il fallait que les femmes elles étaient et même un élément de l'épargne. Vous voyez, il y avait la dot, il y avait tout ça, c'était pour constituer les fortunes familiales, il fallait vraiment ne pas les dilapider. Arrive le XXe siècle, arrivent deux événements fondamentaux dans l'évolution du capitalisme, vous allez très bien comprendre. La première, c'est une transformation des modes de production, c'est-à-dire que l'ouvrier devient, vous avez tous vu le film de Charlie Chaplin, devient une espèce de robot, etc.,
Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, il y a une telle production, en particulier aux États-Unis, une telle surproduction qu'il faut que les gens consomment bien davantage. On passe d'un capitalisme d'épargne à un capitalisme de consommation. D'accord ? Ces deux évolutions sont fondamentales. La première, un sociologue américain, Christopher Lasch, explique très très bien tout ce que je vais vous dire. La première évolution, le capitalisme, il doit abattre la puissance des ouvriers pour les transformer en robots. Hein ? Et pour cela, il faut abattre le patriarcat des ouvriers dans leur famille. Et donc il va y avoir commencer une campagne de psy, de sociologues, de mouvements féministes qui vont, vous voyez, invectiver, moquer, brocarder, dénoncer le pouvoir patriarcal comme l'empêcheur de trouver le bonheur individuel. Et deuxième évolution, vous allez très bien comprendre, la consommation, il faut consommer de plus en plus. Et il faut donc changer ce rapport, il faut que les femmes sortent à l'extérieur, qu'elles aient du pouvoir d'achat, qu'elles consomment, elles sont d'ailleurs, elles et les enfants, l'objet principal des campagnes de publicité. Et il faut surtout que le père, on vient à votre question, le père, qu'est-ce que c'est le père? Moi, quand j'étais petit, quand j'avais des enfants qui étaient petits, je leur disais « Maman, c'est bien bien, mais papa, c'est pas. » Donc ça veut dire non. Vous voyez, papa, c'est pas. Dans une société de consommation, il faut abattre ce pouvoir de dire non. Il faut toujours dire oui, puisqu'il faut consommer. Donc il faut abattre le père. C'est simple, c'est clair comme de l'eau de roche. Donc il faut que le père s'écrase. Il faut le transformer en une deuxième mère. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Alors c'est pour ça que les maris fuient. Je finis votre... C'est pour ça que les hommes fuient. Ils fuient parce qu'ils ne veulent pas être deuxième mère. Et ils fuient parce que, si vous voulez, il y avait dans le rapport entre contraintes et avantages et privilèges, c'était équilibré. S'il n'y a plus les privilèges, les hommes ne voient plus que les contraintes. Je vais vous donner un exemple très intéressant que j'ai découvert en Allemagne. Est-ce que vous savez pourquoi vous savez que l'Allemagne a un problème démographique énorme, qu'elle ne font plus d'enfants. Et on dit en général, en France, que les jeunes Allemandes, femmes, ne veulent pas d'enfants, tout simplement parce qu'il n'y a pas les structures collectives, que crèches, etc., possibilité pour les femmes de travailler, comme il y a en France. Ça, c'est le discours dominant français. Et je vous avoue que moi-même, j'y croyais, quoi. Et un jour, je tombe sur un livre très intéressant, du journaliste de Libération, je précise, parce que c'est intéressant. Et elle fait une enquête sur l'Allemagne. Et elle enquête et elle interroge tout le monde. Et elle reconnaît qu'elle-même pensait, comme nous tous ici, que cette raison de la faible démographie allemande venait de là. Et elle s'aperçoit, elle-même, en enquêtant, que ce ne sont pas les femmes allemandes qui ne veulent pas d'enfants, mais les hommes allemands qui ne veulent pas d'enfants. Et pourquoi ils ne veulent pas d'enfants? C'est parce que le féminisme allemand est tellement exigeant, beaucoup plus que le féminisme français, qu'elles leur disent « tu feras ci, tu feras ça, tu feras ci, tu feras ça », ils disent non. Donc une fuite devant la vie, d'être transformée, la panique d'être transformée en deuxième mère. Non mais, c'est très intéressant. Les Français sont beaucoup plus malignes, parce qu'elles ne le disent pas et finalement elles le font. Non mais vous voyez, et si vous voulez, toute la société, on a attaqué sur Macho, c'est très révélateur, toute la société travaille à ça. Oui, justement, est-ce que la force de l'homme, là, ce serait pas... Parce que l'homme est libre. Donc ça, il est libre. Et est-ce qu'il pourrait être librement et simplement résister? Vous parlez... Enfin, quand j'ai lu vos passages sur la mort du père et dans le premier sexe aussi, sur la féminisation de la société, il m'a semblé, et là je vous laisse vous défendre, en fait, j'ai quelques difficultés avec la plupart des mouvements féministes. Je les trouve un peu trop... elles se victimisent un peu trop. Et ce que j'aime voir chez des femmes ou des hommes, c'est être debout. Voilà, c'est quelque chose... C'est une forme de responsabilité aussi, prendre ses responsabilités et se battre, ou en tout cas pour quelque chose qu'on trouve de bon, et pour, en tout cas, s'il y a bien quelque chose de bon dans notre humanité, c'est l'homme et la femme. Sans l'homme et la femme, il n'y a pas d'humanité.
Donc, ces valeurs féminines et masculines sont bonnes. Et pourquoi l'homme, en fait, quand j'ai lu un peu ce passage-là, il m'a semblé sentir à l'opposé les plaintes des féministes. Vous voyez, les plaintes des hommes qui aujourd'hui sont oppressés et qui aujourd'hui souffrent de cette situation. Et peut-être que c'est moi qui suis Vous trouvez machiste. vous trouvez qu'il y a un discours victimaire? Voilà, un peu comme un féministe. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Voilà. Ah, parce que c'est pas ce que je voulais. Je voulais montrer, si vous voulez, que, effectivement, pourquoi les mouvements féministes... D'abord, il y a un décalage entre les mouvements féministes et les femmes. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des mouvements féministes ça, on le verra pour les mouvements antiracistes, on le verra. Et il y a un décalage entre ces mouvements professionnels et puis les gens qui ne pensent pas forcément comme ça, et des femmes qui ne pensent pas... Il y a beaucoup de femmes qui ne pensent pas comme les mouvements féministes qui passent à la télévision, grâce à Dieu. Voyez, deuxièmement, je ne crois pas mon objectif n'était pas d'avoir un discours victimaire pour les hommes. Je voulais simplement montrer comment une société féminisée détruit donc le père et comment le point final était cette indifférenciation sexuelle. C'est-à-dire qui a abouti aujourd'hui dans la théorie du genre. Parce que, qui n'existe pas, comme dirait Najat Vallaud-Belkacem, après avoir dit qu'elle défendait cette théorie. Enfin, bon, ça, c'est les autres qui sont menteurs, évidemment. Donc, qu'est-ce que c'est que la théorie du genre? Il faut bien comprendre ce que c'est. C'est que la nature n'existe pas. La biologie n'existe pas. Tout est social. C'est ça l'aboutissement de tout ce phénomène. Tout est social. C'est-à-dire que vous n'êtes homme ou femme que dans le regard de la société. C'est ça la théorie du genre. Donc, si tout est construit par le social, tout peut être déconstruit par le social. Donc, selon la théorie du genre, aujourd'hui, vous pourriez décider ce matin d'être un homme. Et personne ne pourrait vous dire que vous avez tort. Et personne ne pourrait vous l'interdire. Vous comprenez? C'est ça la théorie du genre. Et si vous voulez, c'est ça l'aboutissement de notre société sous prétexte égalitaire qui est en fait indifférencié. Et c'est ça l'aboutissement du féminisme. Il faut bien comprendre la logique, d'ailleurs, qui fait hurler certaines féministes. J'ai lu des livres très intéressants. Elle voit bien la puissance du pouvoir gay qui est derrière. Encore une fois, là aussi, il faudrait différencier entre les homosexuels et le lobby gay. Vous voyez, il faudrait toujours distinguer. C'est pour ça que moi, je n'emploie pas les mêmes mots. Je me fous complètement de la sexualité des gens. En revanche, quand ça devient un lobby gay, là, ça devient idéologique, politique. Là, c'est autre chose, on peut le combattre. Et eux, ils vont me traiter d'homophobe. Vous voyez, toujours les mots. On en reviendra toujours à ça. Il faut bien comprendre ça. Donc, tout ça pour vous dire que ce n'est pas une victimisation des hommes. J'essaye de voir au-delà des cas particuliers. On me reproche assez. J'essaye de voir globalement la société, vous comprenez? Et globalement la société, on veut nous imposer, et c'est là où vous avez en partie raison d'ailleurs, sous prétexte d'égalité entre les hommes et les femmes, une espèce de règne androgyne. C'est même pas d'ailleurs de règne androgyne, c'est de règne du n'importe quoi. Vous voyez? C'est du règne du caprice. C'est-à-dire, je vous dis, aujourd'hui, vous êtes une femme, demain, vous allez décider d'être un homme. Et c'est ça qui va nous faire admettre. Non, mais ça a l'air fou. Et je dis toujours ça dans les salles parce que ça fait rire, mais c'est pas fait pour être risible. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Ils veulent vraiment, j'ai des tas de choses, ils veulent en finir, comme dit un des théoriciens de lobby gay, Eric Fassin, ils veulent en finir avec la norme hétérosexuelle. Les mots ont un sens. La norme hétérosexuelle, ça veut dire que les hommes soient attirés par les femmes et les femmes par les hommes. Ils veulent en finir avec cette norme-là. Donc, et ça, on sort de l'épure féministe ou même du discours, de la discussion des années 60 entre eux. Est-ce qu'on sort toujours la même chose? Est-ce que les femmes peuvent avoir un chéquier sans demander l'autorisation à leur mari? Vous voyez, on est loin de cette discussion débile. Mais comment peut-on sortir de ce nominalisme intellectuel d'abord, et après dans tout le pratique, parce que nous sommes ici 350 personnes dans cette salle, nous sommes d'accord avec vous, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça, je vais vous dire, c'est la question
fondamentale. Ça fait des années que je me pose cette question. J'écris mes livres pour ça. Parce que justement, je les affronte à main nue. Alors là, pour la première fois, il y a 500 000 lecteurs, 500 000 ventes. Donc si vous voulez, là, il me regarde avec un œil rond en disant mais d'où il sort. Mais je pense qu'il faut les affronter, il faut accepter la guerre des mots. Moi en tout cas, c'est ma méthode. C'est-à-dire que je refuse de me laisser imposer mes mots. Ça a l'air rien, ça a l'air stupide, hein, mais je vous assure que c'est essentiel. C'est essentiel. Parce que le langage, c'est la structuration du cerveau. Et donc, s'ils changent le langage, ils vont changer notre cerveau. Et moi, je refuse de changer mon cerveau d'abord, parce que j'y tiens. Et puis j'ai que ça en magasin, donc évidemment, c'est ce qu'on peut. Hein. Et donc, si vous voulez, non, franchement, c'est essentiel, mais c'est pas facile. Là, je ne plaisante pas, ce n'est pas facile. Parce que moi, je fais que ça toute la journée. C'est mon boulot, mais les gens, ils ont un autre boulot. Ils vivent leur vie, ils ont leur travail, ils ont leurs soucis, ils ont l'éducation de leurs enfants, ils ont leur mari, leur femme, leurs amants, leurs maîtresses. Bon, voilà, tout ça, c'est la vie. Mais donc, moi, je pense d'abord aux mots. Mais c'est très difficile pour les gens, et c'est pour ça que ça a été tellement important pour moi, le succès de ce livre. Parce que ça veut dire que il y a eu un enthousiasme populaire pour mon langage. Vous comprenez? Ça veut dire que sous la domination du nominalisme bien pensant, il y avait en dessous toute une population française qui est là et qui dit ben non, on veut toujours employer nos mots à nous. Vous voyez? Mais jusqu'à présent, ils se taisaient. Voilà. Mais je ne crois pas avoir gagné. Hein. Je pense simplement avoir, vous savez, déchiré un peu la manche, quoi. Mais chacun, après, doit mener son combat en faisant bien attention. Moi, je suis très frappé de ça. Alors, vous allez dire que je suis complètement déformé, mais quand je lis tous les journaux, je vois très bien où ils veulent nous amener. Je vois très bien les mots qu'ils emploient, les expressions qu'ils emploient. Je vais vous donner un exemple très amusant. Vous lirez le journal Le Monde. À chaque fois qu'ils emploient le mot assimilation, ils rajoutent entre parenthèses concept colonialiste. On a un journaliste du Monde ici dans la voilà. salle aussi. Donc... C'est assez systématique. Il faut leur dire que ce n'était pas du tout un concept colonialiste, que ça existait de tout temps en France. Au XVIIe siècle, qu'on n'avait pas de colonie en Afrique. Mais ça ne fait rien. Vous comprenez, pour dénaturer, pour salir ce mot, on va lui mettre entre parenthèses concept colonialiste. Et tout est comme ça. C'est aussi pour ça que vous êtes traité de raciste, parce que vous dites tout simplement qu'il y a des races noires, des races blanches, des races jaunes. Voilà. Donc on est raciste. Est-ce que le succès de votre livre n'est pas simplement lié au fait que finalement c'est un langage réaliste? C'est-à-dire que c'est tout simple. On appelle un homme, une femme. C'est tout simple, mais c'est scandaleux. C'est ça qui est... C'est ce qui est devenu scandaleux. Voilà. C'est que le réalisme, tout simplement, devient quelque chose de problématique. Comprenez bien, c'est pas le réalisme qui devient problématique. Ouais, parlez-moi sur un autre ton, vous, là-bas. Non, mais je rêve. Bon, c'est mieux comme ça? Oui. Bon. Ce n'est pas le réalisme, c'est la réalité. Comprenez bien, à partir du moment où tout est social, où tout peut être construit, tout peut être résumé à une construction sociale, analysée par les sociologues et autres trissotins du langage intellectuel français, à partir du moment où tout est social, la réalité n'existe pas. C'est mon exemple du verre tout à l'heure. Vous comprenez, ça c'est une bouteille. Si vous ne comprenez pas que c'est une bouteille, vous êtes réactionnaire, fasciste, raciste. C'est simple. Oui. Et justement, ce réalisme sur quoi? La réalité, c'est même pas du réalisme. Vous comprenez? La réalité des choses, ce que nous pouvons observer comme des évidences, a priori, qui n'en sont plus aujourd'hui. Non, il n'y a pas d'évidence. Il n'y a pas d'évidence. Vous comprenez? Dans leur langage, il n'y a pas d'évidence. Mais apparemment, pour beaucoup de personnes, ça reste. Les évidences demeurent. Donc ce langage de
déconstruction n'a pas semble-t-il, pollué encore toute la France. La réalité des choses, nommer les choses telles qu'elles sont, se base pour moi sur la nature, d'abord, la nature humaine, homme-femme. Et la nature n'existe pas. Voilà, c'est là où je voudrais en venir et vous poser la question. Comment vous, puisque pour nous, pour moi en tout cas, je crois en Dieu, il y a un créateur qui m'a créé tel que je suis, et donc pour vous, sur quoi basez-vous votre, pas le réalisme, mais sur quoi vous basez-vous sur l'observation de la réalité, de la nature des choses? Il faut bien comprendre d'où on vient. C'est historiquement passionnant et votre question est très intéressante. Effectivement, dans notre société traditionnelle, il y a un créateur qui crée l'homme. Il y a, alors dans l'Ancien Testament, il y a le Dieu qui fait une alliance avec le peuple juif. Il est encore un peu loin, hein, Dieu. Dans le christianisme, il y a Dieu qui se fait homme. Donc finalement, on est beaucoup plus près, hein, entre Dieu et l'homme. Et il faut bien que vous compreniez qu'à partir du XVIIe siècle, à partir de Descartes, à partir de ce mouvement des Lumières, etc., ce n'est plus, si vous voulez, cette création, l'homme se crée lui-même. Si vous voulez, on passe de « je pense donc je suis » à « je suis mon propre acteur de mon destin », et aujourd'hui, c'est je suis mon propre créateur. Et à partir du moment où je suis mon propre créateur, et c'est là où j'en viens à mon explication, c'est la société qui me crée. Donc si la société qui me crée, il n'y a rien de naturel. Vous comprenez? Si tout peut être construit, tout peut être déconstruit. Donc la nature n'existe pas. C'est ça le discours qu'on veut nous imposer. Vous me suivez? Et c'est là où, si vous voulez, je vais vous expliquer quelque chose de simple. Au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, là, dans les siècles précédents, il y a une espèce de conflit entre votre discours, c'est-à-dire il y a un créateur, Dieu, et nous sommes ses créatures, et le discours que je viens de vous décrire, c'est-à-dire il n'y a pas de transcendance, il y a seulement la volonté de l'homme. Les deux discours s'affrontent. C'est ce qu'on a appelé les deux francs, c'est ce qu'on a appelé, vous voyez, entre eux, les conservateurs et les progressistes, entre la gauche et la droite, les bleus et les blancs, etc. Vous comprenez ça? Bon. Et il y a une espèce de dialectique, de dynamique entre la société traditionnelle qui transmet des valeurs traditionnelles, c'est-à-dire l'honneur, le respect des anciens, le respect des parents, le travail bien fait, vous voyez, des choses simples. Et puis, je dirais les valeurs de la société moderne, individualiste, la liberté, l'autonomie, vous voyez, et il y a un affrontement permanent, et il y a donc chacun qui avance ses pions et en même temps qui est retenu par l'autre. Okay, bon. Je pense, c'est un des thèmes majeurs du livre, je pense qu'à partir de la rupture de 68, après, la société traditionnelle, le discours traditionnel est définitivement mort et laisse donc le discours progressiste, le discours de l'individu, de la transcendance de l'individu seul, tout seul. Ce discours-là, et donc l'individu est seul face à lui-même et face à sa folie. Il n'a plus rien pour le retenir. D'accord? C'est ça notre époque. Très bien. Et donc, pour... Allez-y, mais j'ai pas fini. Non, parce que vous allez voir, vous allez être contente, si j'ose dire. Parce que cette folie de l'homme laissé à lui-même donne la théorie du genre, donne le saccage de la planète, donne le capitalisme fou, donne les traders, donne... vous voyez ce que je veux dire? Tout ça c'est la même chose. Tout ça, c'est l'individu seul et roi. D'accord? Bon. Sauf que on voit bien que ce système-là arrive déjà à bout de course. C'est-à-dire que déjà, cette folie de l'homme seul ne satisfait pas et détruit tout. D'accord? Donc le progressisme
ce progressisme-là, cette valeur progressiste, qui naît avec Descartes, etc., arrive en bout de course. Je faisais un article pour Le Figaro cette semaine d'un livre remarquable de Robert et Descartes qui explique très bien ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu revient. Mais il revient dans la pire situation qui soit, si j'ose dire. Parce qu'il revient par l'islam. Parce que s'il y a une religion qui n'a même pas connu, vous voyez, l'alliance, qui ne reconnaît pas l'alliance de Dieu avec le peuple élu, avec le peuple juif, qui ne reconnaît encore moins l'homme, le Dieu qui se fait homme et l'homme qui se fait Dieu, c'est bien l'islam. Et donc, on a une religion qui est purement fataliste, qui est purement déterministe. Parce que dans le christianisme, il y a une part de volonté. On est d'accord? Évidemment, il y a cette dialectique entre Dieu et la volonté individuelle, entre la personne, toute la tradition, le mélange entre la tradition grecque, la tradition juive, etc. Oh! C'est pas possible, ça! Non mais... Pas vraiment, hein. Moi, je parle que pour les premiers rangs et puis c'est tout. On n'a rien à faire derrière, vous avez 4 devant et puis c'est tout. Non mais... Bon. Donc, si vous voulez, là, on a une religion complètement déterministe, complètement fataliste. Moi, je pense que c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais une des raisons de son succès, du retour d'un islam aussi littéraliste, des conversions. Il y a aussi l'effet de groupe, bien sûr, l'effet de puissance de groupe. Mais je pense que devant la panique de l'homme laissé à lui-même, certains se raccrochent à la religion, entre guillemets, la plus archaïque. Vous voyez, c'est-à-dire qui ne tient le moins compte de la volonté humaine, de la volonté personnelle. Vous voyez, il y a un basculement. Et je pense que ça va provoquer des drames et le chaos. Parce que si vous voulez, ce choc, alors là, pour le coup, de civilisation, entre une civilisation purement de l'individu roi qui est devenu fou, et une civilisation du Dieu tout-puissant qui ne connaît pas l'individu, on voit bien ce que ça donne. Oui, alors pour l'islam, peut-être on pourra revenir dessus après, mais pardon, on pourra continuer de discuter sur l'islam. Mais c'est lié, vous avez compris, c'est lié. Je comprends bien. Ma question, c'était, vous voyez, Sartre dit, et je comprends dans son... Sartre dit, si Dieu n'existe pas, tout est permis. De fait, moi, je crois en Dieu, j'ai une relation avec lui, et donc, en tant que croyant, pour tous ceux qui croient, notre norme, c'est notre relation à Dieu en tant que créateur à créature, avec une loi naturelle qui est bonne pour nous, et qui est donc une loi à laquelle on entend parce qu'elle est bonne, parce qu'elle fait partie de nous. Mais quand on ne croit pas, alors pour nous, dans l'Église catholique, on a confiance en la raison humaine. C'est-à-dire que, logiquement, dans la discussion avec les personnes incroyantes, elle peut être intéressante et constructive dans la mesure où chacun fait confiance à la raison humaine. Mais dans notre société actuelle, où la raison... Alors, je ne suis pas sûre, voilà, c'est là où nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que c'est une féminisation ou une forme de dictature qui est beaucoup plus facile? Empêcher les gens de réfléchir. Oui, c'est une dictature, mais pas forcément féminine. Non, mais je veux dire, elle est féminine, si vous voulez, c'est la dictature du sentiment. Mais pourquoi le sentiment serait plus féminin que masculin? Je pense qu'il y a une forme d'expression sentimentale différente, mais... Je pense que, vous savez, le féminin, qui peut être, alors là, en l'occurrence, il y a des hommes qui peuvent se comporter comme ça. Le féminin impose sa loi par le sentiment. Le masculin, et il y a des femmes qui peuvent se comporter comme ça, mais elles sont plus rares, impose sa loi par l'autorité et la raison. Là, j'avais un... Oui, on devrait parler de féminin et de masculin, parce qu'en l'occurrence, vous avez raison, mais je le définirais différemment. Soyons pas hypocrites. Il y a quand même... Je le définirais différemment. J'avais un prof d'Ancien Testament que j'aimais beaucoup, qui était juif et qui nous donnait des cours sur l'Ancien Testament. Il avait une lecture de la Bible, et notamment de l'anthropologie biblique, très intéressante. Et lui voyait, à l'appui des textes bibliques qui demandent bien sûr
une certain nombre de fois, ou en tout cas de rentrer dans l'autorité du texte, ça c'est contestable, hein, bien sûr, mais en tout cas qui peut être un enseignement pour tout homme, c'est qu'il voyait dans l'homme celui qui détermine les lois, qui tire les lois de l'univers, qui les recherche, et dans la femme, celle qui va les incarner, c'est-à-dire celle qui est dans le relationnel. Donc je ne parlerai pas tellement de sentiments, voilà, mais je ne parlerai pas tellement de sentiments, mais plutôt peut-être que la femme est beaucoup plus portée vers la relation, quand l'homme, lui, est beaucoup plus porté vers les lois extérieures. On dit la même chose avec des mots différents. Voilà, mais le sentiment, c'est pas assez précis pour moi. Mais bon, mais c'est pas grave, en tout cas, on dit la même chose, je suis d'accord avec ça. Très bien. Et entre l'homme et la femme, il y a eu des recherches un peu, des sociologues qui ont essayé de faire des expériences. Il y en a une qui m'a marqué dans les cours de... C'était de sciences humaines, donc on remarque que quand des petites filles jouent ensemble, quand elles commencent à se disputer, elles vont arrêter le jeu. C'est-à-dire que la relation va être plus importante que le jeu en lui-même. Quand des jeunes garçons jouent ensemble, eh bien, lorsqu'ils vont commencer à tricher ils vont se disputer, arrêter le jeu, refaire des règles et recommencer le jeu. Donc il y a même si on le nie, je ne sais pas, mais il y a quand même une différence de psychologie. Moi, vous n'allez pas me dire le contraire. Hein. Mais donc, dans la relation, il me semble que... C'est pas moi qui peux démontrer ça. Hein. Non, mais il me semble que les deux, on n'a pas la même façon de l'exprimer, c'est ça. Mais bon, c'est normal, c'est une femme. Voilà, ça doit être ça. Mais le sentiment n'est pas propre à la femme, enfin j'espère. Ah, mais non. Dans tous les cas, l'affect, c'est autre chose. Je pense que, c'est-à-dire les relations affectives dans des domaines où il n'y a pas lieu, par exemple, je ne sais pas, nous ne sommes pas en accord sur quelque chose, il me semble que ce n'est pas typiquement masculin de ne pas vous en vouloir, mais de continuer à discuter. Enfin, il ne me semble pas. Mais bon, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord. Donc c'est... Ouais, alors bref, vous voulez quoi en venir Nietzsche. Voilà. Ah voilà, Nietzsche. Nietzsche. Je suis désolée, je ne suis pas Nietzsche. Oui. Que devient la citation de Nietzsche dans ce sujet qui appelle la femme la deuxième faute de Dieu? Très joli comme citation. Alors là, vous ne pouvez pas devenir nominaliste, mais si vous dites ça, c'est très joli comme nomination. C'est drôle. Et vous l'expliquerez comment? La deuxième faute de Dieu? Oui. Non, mais c'est drôle. Et, évidemment, ça ne va pas apprendre au premier degré. Vous savez, il y a des phrases comme ça qui sont, je pense, des contrepoints ironiques à Nietzsche se battait beaucoup contre ce qu'il appelait la moraline, c'est-à-dire ce côté un peu ce qu'on appelle aujourd'hui le bisounours, quoi. C'est cette morale, tout le monde il est gentil, etc. Donc je pense que c'est comme Baudelaire, c'est des phrases à l'emporte-pièce qui sont faites pour choquer et pour justement combattre cette espèce de mièvrerie qui se répand partout. Une autre citation de Nietzsche que vous citez dans votre qui me pose problème. Ah, dites-moi. Dans le premier sexe, c'est la femme n'aurait pas le génie de la parure si elle ne savait pas qu'elle joue le second rôle. C'est drôle, non? Il y a rien, je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Elle joue le second rôle. Ça, c'est mon côté féministe. Ben oui, ouais. Alors, mais vous savez, c'est pas votre côté féministe. Je vais vous agacer. Mais vous remarquerez que vous ne me posez des questions que sur les hommes et les femmes. Oui. Parce que les femmes sont obsédées par les relations entre les hommes et les femmes, alors que les hommes... Bah voyons. Ça va être de ma faute. Je me défends. Mais de fait, je n'ai aucun problème avec ça. C'est-à-dire qu'en réalité, je pense, ça c'est peut-être à cause de ma formation théologique, ou je sais pas, ou peut-être féministe, que le monde ira bien quand la relation homme-femme sera comprise. En tout cas, quand je pense que tous les mots, finalement, les premiers mots, en tout cas, de l'humanité sont venus de là. Et il me semble que, en effet, c'est important pour... Vous savez ce que je pense? Allez-y. Je pense que vous êtes bien optimiste. Oui, je suis optimiste. Je pense que les hommes et les femmes ne se comprendront jamais et que c'est ça qui fait le charme. Quand je dis comprendre... Vous savez, c'est pas
grave. On n'est pas fait pour... Je ne crois pas qu'on soit là pour se comprendre. Je pense que... On est là pour s'allier et réaliser l'espèce, on n'est pas là pour se comprendre. Heureusement, je ne me suis pas marié. Alors. Voilà. Non mais je pense que c'est une erreur de chercher à se comprendre. Non, je pense que lorsque, justement, si on vit à côté l'un de l'autre contre l'autre, parce que jusqu'à présent c'est que ça, c'est l'un contre l'autre. Mais non, mais ça a toujours été comme ça, la guerre des sexes a toujours existé. Non, la seule différence moderne, et ça vraiment j'y tiens, c'est que on a toujours joué aux hommes contre les femmes, etc. Les hommes et les femmes ne se sont jamais compris. Parce qu'ils ne sont pas les mêmes centres d'intérêt, parce que Madame de Staël a un très joli mot, elle dit l'amour c'est l'histoire des femmes alors que ce n'est qu'un épisode de l'histoire des hommes. Voilà, et c'est une femme qui le dit. Vous voyez, je pense que fondamentalement c'est ça la différence. Passons un peu. Mais la différence aujourd'hui, l'intérêt, la modernité, ce n'est pas ça le sujet, pardonnez-moi. Ça c'est un vieux sujet. La modernité veut nous imposer un autre sujet. C'est celui que j'essayais de vous décrire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Et que tous les hommes et les femmes sont régis par les mêmes valeurs féminines. Vous comprenez? C'est ça la modernité. Non mais, vous ne soyez pas d'accord, je comprends. Mais la modernité, ce qu'elle veut nous imposer, c'est ça. C'est, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Nous sommes chacun des hommes et des femmes. Nous sommes chacun des hétérosexuels et des homosexuels. Voilà. Et en plus, nous devons tous nous soumettre à ce que j'ai appelé les valeurs féminines. Vous comprenez? Ça, c'est la modernité. La discussion entre vous et moi, si vous voulez, elle est millénaire. C'est un jeu entre les hommes et les femmes. La modernité nous impose un autre débat, pardonnez-moi, où là, on se retrouve dans le même camp, c'est-à-dire des vieux cons. Vous comprenez? Non mais c'est important de bien comprendre les enjeux. Si nous ne voulons pas entrer dans... en tout cas, moi je ne veux pas, je n'y adhère pas, parce que pour moi, c'est pas du tout rationnel de vouloir enlever la différence des sexes. Mais justement, c'est dans la distinction des sexes qu'on pourra trouver la solution. On parlait de solutions pour s'en sortir. Je vous répète que là, on est d'accord. Mais que le sujet n'est plus là. Comprenez bien. L'enjeu n'est plus dans notre discussion. Moi, je suis ravi d'avoir cette discussion. Mais ce n'est plus l'enjeu d'aujourd'hui. Là, je répète ce que j'ai dit. Je vous dis, je suis ravi d'avoir cette discussion avec vous. Et elle est très sympathique et elle est très amusante. Mais ce n'est plus l'enjeu de l'époque. Vous comprenez? L'enjeu de l'époque, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on a une modernité, pour parler vite, une élite, pour être généreux avec eux, qui veut nous imposer le fait que notre discussion est caduque. Vous comprenez? Et qu'il n'y a... Donc, ça ne sert à rien d'avoir cette discussion. C'est un jeu entre nous. Mais, si vous voulez, l'enjeu politique et idéologique de notre époque n'est plus là. Je pense qu'elle ne sert pas à rien. Parce que, justement... Un plaisir de Non. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même façon d'aborder le sujet. Mais ça ne fait rien. Et ensuite, parce qu'elle veut, en tout cas, pour moi, c'est la solution qui déconstruira le langage qui veut annuler complètement la différence entre les hommes. Je vous en prie. Moi, je ne crois pas. Je pense que pour combattre le langage de la déconstruction, il faut montrer le délire, vous comprenez, anthropologique que ça représente. Voilà. Et il faut, voilà, moi je pense que c'est la seule solution, mais ce n'est pas facile. Parce que, je vous dis encore une fois, moi j'ai fait l'expérience. Là, c'est moi qui l'entends plus. Monsieur, pour une question, il faudra un monsieur qui porte un micro. Est-ce que je peux juste terminer la question Vous êtes pas très populaire, hein? Non. C'est pas de ma faute, hein? Sur quoi vous basez quand je ne sais pas si vous avez la foi ou si vous
sur la notion de créateur pour justement parler d'une réalité. Question philosophique intéressante. Mais si vous voulez, là je suis près du micro, là, vous ne pouvez pas dire. Comment vous dire? J'essaie d'éluder cette question. Pourquoi je vous dis ça? Non pas pour ne pas répondre à votre question, mais parce que je veux m'adresser à tout le monde. Et donc je veux m'adresser aux gens qui croient et ceux qui ne croient pas. Et je pense que, effectivement, vous avez raison, philosophiquement, se pose à un moment ou à un autre la question du créateur, de Dieu, etc. Mais dans le cadre de mes livres, etc., je ne veux pas me placer sur ce point-là. Vous comprenez? Je comprends très bien que le fait d'avoir annoncé la mort de Dieu avait favorisé l'idéologie que je dénonce. J'ai très bien compris. Et j'ai très bien compris aussi que le retour de Dieu, entre guillemets, permettra de beaucoup mieux combattre cette idéologie de l'individu fou. D'accord. Sauf que pour l'instant, je ne sens pas la légitimité, parce qu'en plus, moi, vous savez, personnellement, je ne sais pas si Dieu existe. Un jour, je vais vous dire qu'il existe, le lendemain, je vais vous dire qu'il n'existe pas. Et vous savez, comme Bernard Chiraudot dans Ridicule, je pourrais vous démontrer de la même façon dans les deux cas. Donc je n'ai pas de certitude, évidemment. Donc je préfère m'en tenir à un raisonnement le plus rationnel possible et qui met au frigidaire cette question, même si je reconnais volontiers qu'elle est essentielle. Mais c'est une question de méthode. Mais comment vous expliquez le déclivage du succès de vos livres? Et si on vous mettra sur la liste des candidats pour devenir président, vous allez certainement gagner. Non, je ne vais pas gagner du tout parce qu'il y a d'abord, vous savez, la présidentielle est devenue un combat de partis politiques, de professionnels de la politique. Donc les gens font la distinction. Moi, je mène un combat politique au sens des idées. Le vrai problème d'ailleurs, c'est que les politiques ne mènent plus de combat des idées. Ils mènent des combats de com, ils mènent des combats d'ambition, ils mènent des combats d'image. C'est un des problèmes fondamentaux, d'ailleurs dans tous les pays d'Occident. Hein. Cela, c'est pas spécifique à la France. Hein. Moi, j'ai l'impression de mener un combat politique. Si vous voulez, c'est pas un combat politicien, c'est pas un combat partisan. Voilà, je ne suis pas un représentant d'un parti, etc. La bataille politique, le vrai drame de la bataille politique, c'est qu'elle est justement trop détachée de ces combats d'idées, et que les gens le ressentent très bien, et qu'ils aimeraient, surtout en France, là c'est très français, ils aimeraient la jonction entre le combat d'idées et le combat politique. Et c'est rarement le cas. Et on a parlé aussi de ce nominalisme, et aussi nous parlons aussi des valeurs en général, parce qu'on est en train, avec ce nominalisme que vous avez évoqué, de changer les valeurs. Absolument. Et pour retrouver, mais comment distinguer les vraies valeurs et les fausses valeurs, et quel est le fondement des vraies valeurs Il n'y a pas de vraies valeurs et de fausses valeurs. C'est comme quand on dit les valeurs de la République. C'est du pipeau. Il faut arrêter avec ça. Non, il y a simplement des modèles de société, vous comprenez, et il y a un modèle de société, parce que quand on nous dit par exemple les valeurs de la République, c'est ça qu'on essaye de nous imposer. Il y a, si vous voulez, il y a un vice caché. C'est que les valeurs de la République qu'on nous présente aujourd'hui sont le contraire de la République quand elle est née. C'est un paradoxe fantastique. C'est-à-dire qu'ils ont retourné la République, ils appellent ça République, et c'est le contraire de la République. Vous comprenez? Et ça, je pourrais lui donner des exemples, mais tout le temps. Si vous voulez,
La République, qu'est-ce que c'est? C'est l'égalité, mais ce n'est pas l'égalitarisme. La République, c'est non pas, on a parlé beaucoup de la réforme du collège à l'école, et on nous a présenté cette réforme pour lutter contre les inégalités scolaires. Et la République, elle n'a jamais entendu lutter contre les inégalités scolaires. La République, elle a dit que les inégalités sociales ne seraient plus définies par la naissance, mais par le mérite. C'est tout. Ça veut dire qu'un aristocrate n'était pas au-dessus d'un manant. Mais elle n'a jamais dit qu'il fallait que tout le monde ait la même note à l'école. C'est stupide. C'est pas la République, ça. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on nous dit c'est ça la République. Oh, les pauvres petits, ils ont des mauvaises notes, alors il ne faut plus qu'ils aient des mauvaises notes, et que les gens qui aient des bonnes notes, eh ben, il faut qu'ils aillent dans les classes des mauvais. C'est pas la République, ça. Vous voyez, tout est comme ça. Je vous parlais tout à l'heure de l'assimilation. On nous dit l'assimilation c'est mal, c'est les colonies. Non, c'est la République. C'est la République, parce que la République c'est la France. Et que pour s'assimiler à la France, on passe par l'égalité républicaine. Et donc on devient français. Parce que sinon, le roi, vous savez, le roi, il n'avait pas besoin d'assimilation, il n'avait pas besoin de français, il n'avait pas besoin que les gens soient français. Il devait se soumettre à son autorité personnelle, qu'il soit français ou étranger, il s'en moquait le roi. C'est la République qui justement invente la nation et invente le fait qu'il faut être français pour se soumettre à la République et pour être citoyen, et pour être égaux. Vous comprenez? On a retourné ça encore. On nous dit tout le monde est pareil, la République c'est l'ouverture, c'est... Non, au contraire, c'est tout le contraire. Vous comprenez? Et je pourrais tenir comme ça 2 heures. Donc, non mais c'est vrai, c'est très facile. Voilà, voilà, donc il faut, encore une fois, quand on nous parle de valeur de la République, il faut se méfier de ça, parce qu'on nous raconte n'importe quoi. Parler de la déconstruction, y a-t-il un objectif conscient vers lequel on nous achemine en voulant déconstruire? Pourquoi? Quel est le but de cette déconstruction? Le but, si vous voulez, il y a plusieurs buts. Il y a ceux qui n'ont jamais renoncé à la révolution. Et ceux-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont simplement remplacé la classe ouvrière par d'autres peuples messianiques. Hein, pour les uns, c'était les femmes, pour les autres, ça a été les peuples colonisés, les Noirs, les Arabes. Tout ça, c'est des peuples messianiques qui doivent nous amener à la révolution, à la destruction des structures traditionnelles, l'État, la bourgeoisie, l'armée, etc. Et on voit bien, je ne donnerai pas de nom, mais on voit bien, quand on parle maintenant d'islamo-gauchistes, on voit bien comment ils font jonction, petit à petit. Il y a aussi les modernistes libéraux qui pensent que l'individu doit être tout-puissant et qu'il doit s'asseoir sur les structures de la société, qu'il doit être que l'individu enraciné, l'individu qui a des racines, l'individu qui a une terre, un pays, une nation, des souvenirs, une enfance, des attaches, un sexe. Tout ça est un individu du passé. Et que donc, la modernité, c'est un individu hors sol, un individu mondialisé qui n'a aucune attache, qui est libre, croit-il, alors qu'en fait, évidemment, il est asservi, mais c'est ce qu'ils appellent liberté. Donc ça, c'est le deuxième but. Il y a aussi la volonté, pour certains, la revanche contre la nation française, pour 2 raisons majeures. La première, c'est que c'est elle qui a inventé l'État-nation, et que ces gens-là détestent l'État. Et deuxièmement, parce qu'il a été colonisateur, et qu'il y a dans notre pays des mouvements qui pensent qu'il faut se venger de la nation colonisatrice, qui pensent qu'il faut se venger du français colonisateur qui a dominé donc des populations indigènes. Il y a tous ces mouvements, et tous ces mouvements, vous savez, c'est compliqué, mais tous ces mouvements se rencontrent, s'affrontent, s'allient,
si vous voulez, il y a par-dessus tout, je pense, une volonté nihiliste de destruction. Vous comprenez ? Oui, la destruction pour la destruction. Tout simplement. Il y a un instinct, vous savez bien, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, il y a un instinct chez l'homme de destruction pour le mal. Voilà, il y a ça aussi. Et tout ça se mêle. Je pense qu'on a rarement été dans ce genre de situation. Je pense qu'il y a une conjonction pareille de nihilistes et de destructeurs. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les forces réactives sont déjà en route, pour le meilleur et pour le pire. Et comment, pour la déconstruction de la France, pour empêcher, je reviens à la première question, donc votre guerre, votre combat et le combat des mots, et comment maintenant pour nous qui sommes dans cette salle, dans notre vie quotidienne, donc nous n'avons pas la possibilité d'écrire des livres comme vous, on peut vous soutenir, mais dans notre vie quotidienne, peut-être des étudiants qui sont dans cette salle, des mères de famille, des pères qui travaillent tout simplement, mais quel combat devrait-il mener pour que... Mais il faut quand même défendre quelque chose, il faut quand même faire quelque chose, on ne peut pas tous écrire des livres. Non, vous avez raison, c'est pas simple. Moi je pense qu'il faut... comment vous dire, je n'ai pas de conseils à donner, ni je ne sais pas pour répondre. Moi je pense qu'il faut essayer justement de ne pas se laisser abuser par le discours dominant. Voilà. Moi j'en viens toujours là, je pense qu'il faut refuser la tyrannie qu'on veut nous imposer. Et il faut continuer à penser comme on a envie de penser, il faut continuer à défendre notre mode de vie, notre civilisation, non pas parce qu'elle est supérieure à celle des autres, mais parce que c'est la nôtre. Je reconnais que ce n'est pas facile. Hein. Je pense que ce n'a jamais été aussi difficile. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Vous m'applaudissez, j'en suis très heureux. Mais on cède tous plus ou moins. On cède tous plus ou moins. On fait des concessions. On se soumet tous plus ou moins. Mais il faut essayer de ne pas céder. Il faut essayer de continuer, je vous dis, à défendre notre mode de vie, notre art de vivre. Mais d'ailleurs, c'est ce que les élites appellent le populisme. Le populisme, qu'est-ce que c'est ? C'est la volonté du peuple justement de maintenir et de défendre sa civilisation, son mode de vie, son art de vivre. Évidemment, on traite ça par le mépris de populistes. Et on dit qu'ils sont ringards, qu'ils sont archaïques, qu'ils ne veulent pas aller vers la modernité d'un individu tout puissant. Vous voyez ? Bon, c'est sûr que c'est pas facile parce que le bombardement est puissant. Voilà. Mais je crois que chacun à sa place doit essayer de continuer à défendre son mode de vie. Si on mettra, parce que nous sommes dans le pays de Saint-Jean d'Arc aussi, si on mettra Dieu en première place, est-ce que ça sera une possibilité ou sur un peu plus de... Je pense qu'il va y avoir... de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que on va vers le retour des guerres de religion. Ça, c'est une évidence. Ça a déjà commencé partout dans le monde. On voit avec le califat islamique, on voit avec comment sont traités les chrétiens dans le Moyen-Orient. C'est évident que c'est arrivé chez nous. Ça y est. On est... D'ailleurs, ça va tout à fait à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le rationalisme, hein, le fait de régler tout par la raison, par l'individu, etc. C'est quoi? C'est le XVIIe siècle. Le XVIIe siècle, qu'est-ce que c'est chronologiquement? C'est après les guerres de religion. Donc on voit bien qu'on a tenté une issue par le haut.
des affrontements de religion, qu'on est en train de fermer cette parenthèse. Et comme dit Régis Debray, intéressez-vous à ce qui est arrivé avant parce que ça va arriver demain. Voilà, pour moi c'est clair comme de l'eau de roche. On voit bien où on va. On va pas y échapper. Ça a déjà commencé. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est pas le monde de oui-oui, hein, je vous annonce. Non, il y aura ni oui-oui, ni la voiture jaune, ni Monsieur Potiron. Même Monsieur Potiron ne sera pas là. C'est vous dire, s'il leur est. Pour terminer, un petit mot d'encouragement pour nous tous. Pour terminer, après ce petit mot, vous avez la possibilité d'acheter des livres de Zemmour, aussi après les faire dédicacer. Donc vous allez passer par donc il y a un mouvement, donc les autres vont vous indiquer, donc il ne faut pas passer par en avant vers l'estrade, il faut passer par la gauche pour arriver finalement à la droite. C'est un programme. Alors, pour terminer, monsieur, aussi, je vous remercie, parce que Éric Zemmour a vraiment le dernier mot, je vous remercie de votre attention, de votre dynamique dans cette salle. Je remercie vivement aussi Sœur Marie-Madeleine, qui a bien combattu avec malheureusement Éric Zemmour. Bien sûr, on peut toujours continuer. Et bien sûr, je remercie M. Éric Zemmour d'être venu, de nous avoir embelli cette soirée. Merci à vous. Et on remercie donc votre mot d'encouragement pour les Marseillais qui vivent dans une vie quand même très très difficile. Ah oui, ça c'est vrai. C'est la réalité aussi. Non, mais c'est la réalité. Je pense que j'avais écrit une chronique un jour pour dire qu'il y avait eu des affrontements à Marseille, des tirs de Kalachnikov, etc. Je pense que Marseille est l'avenir de la France. Et je pense que c'est pas vraiment, c'est pas gai ce que je dis, parce que je pense effectivement que Marseille, la situation de Marseille, avec sa violence, avec ces mouvements terribles de population, ce grand remplacement, comme dirait Renaud Camus, je pense que c'est l'avenir de la France. Et que Marseille doit être scrutée. Tout ce qui se passe à Marseille doit nous intéresser. Je ne dis pas ça par démagogie, je dis ça malheureusement parce que ça va venir ensuite en France. Maintenant, un mot d'espoir, si vous voulez, je pense que le seul mot d'espoir, on peut le tirer de l'histoire de France. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des catastrophes dans l'histoire de France, il y a eu des effondrements, il y a eu des défaites terribles, et ben, finalement, la France s'est redressée et elle a survécu. Voilà, c'est en fait le seul espoir, on peut le tirer de l'histoire passée de notre pays. Après le débat, les spectateurs ont pu se procurer les derniers livres d'Éric Zemmour et les faire dédicacer. Entre rencontres tant attendues et prolongement de la discussion, c'est l'occasion d'interroger le public sur ses impressions à chaud, mais aussi de recueillir les témoignages des participants au débat. J'ai pensé beaucoup de bien de ce débat. Il était fort intéressant. Éric Zemmour a dévoilé ses réflexions sur la liberté aujourd'hui et sur la vie politique française. Donc j'ai trouvé ça
c'était réaliste, ses pensées étaient réalistes, ses réflexions étaient bonnes. Il a bien démontré qu'aujourd'hui il y avait une véritable... les mots étaient faussés, les idées étaient faussées, ces idées-là étaient imposées par les gouvernements en place depuis mai 68, par les idéologies dominantes, à la fois le libéralisme et l'idéologie libertaire marxisante. Et il nous a montré qu'il y avait vraiment un pouvoir en fait, des mots derrière qui avait été mis en place par les médias et les gouvernements en place et les idéologues de ces pensées-là. Et qu'il ne fallait pas avoir peur justement de changer ça, de se battre contre ces mots-là justement, en employant nos mots à nous, ceux de la réalité, quoi. Pas des mots faussés. J'ai trouvé que c'était intéressant. Éric Zemmour justement est un homme qui a une culture absolument incroyable. Il a des références que nous on n'a pas forcément parce qu'on n'a pas le temps justement. C'est un journaliste politique donc c'est ça qui est intéressant. Il a des références que nous n'avons pas et qu'il nous apporte. Après je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit parce que je suis catholique. Donc lui ce qu'on a dit pendant la conférence c'est qu'on peut arriver aux mêmes conclusions par la raison. C'est vrai, il peut avoir la raison qui peut l'aider, mais il lui manque l'espérance. Et c'est en ça que je regrettais un peu le manque de dialogue parfois entre les interlocuteurs, entre la sœur et Éric Zemmour. Justement, je pense que ça aurait été une approche complémentaire si on avait pu avoir un peu plus d'égalité dans le temps de parole ou plus dans le débat. Voilà, les gens attendaient en plus un one-man show et c'était plus de l'ordre de one-man show que du débat. Après, il y avait des éléments de réflexion intéressants. Ce qu'il disait sur la liberté, c'était qu'en fait, aujourd'hui, on n'était plus vraiment libre de ce qu'on disait, au sens où justement, ces idéologies dont il parlait étaient imposées inconsciemment aux Français. Et justement, il nous a montré qu'on avait, comme lui, on pouvait choisir de se libérer de ces mots. La libération, justement, c'est la liberté. Moi, j'étais très content. Bien sûr, les échos sont un peu... Bon, il y a plusieurs échos que j'ai eus. Mais je crois, grosso modo, ça s'est très très bien passé. Moi, je suis très content. Mais malheureusement, je crois que M. Zemmour, son problème est qu'il n'est pas croyant, vraiment. Donc, bon, il se pose bien sûr quelques questions. Donc il n'est pas non-croyant, mais il n'est quand même pas croyant non plus. Et à mon avis, ça posera quand même des problèmes, parce que si les valeurs sont Dieu, à mon avis, ça ne suffit pas. Ouais. Ça ne peut pas tenir. Et si on coupe les racines, qui est Dieu, qui est le Créateur, si on coupe ces racines, on ne peut pas défendre des valeurs, parce qu'on ne peut pas les poser sur un fondement. J'ai été heureuse de pouvoir faire ce débat et de pouvoir discuter avec M. Zemmour. J'ai vu en lui quelqu'un qui cherche honnêtement en tout cas à poser un diagnostic, ce que je pense que ça ne suffit pas et que ce qu'il faut c'est chercher les fondements, les causes et puis bien sûr si on diagnostique un problème d'essayer d'apporter des réponses. Je voulais laisser justement un peu libre parole comme ça c'est le thème, c'était le point de départ. Et après, je dis, on se laisse guider par l'inspiration là où on va, là où l'inspiration va nous guider. Et donc, bien sûr, peut-être on aurait pu parler un peu plus ce qui est de la liberté en soi. Mais j'ai eu des échos aussi que heureusement on n'a pas fait parce que peut-être ça aurait été trop compliqué de parler sur toutes les facettes de la liberté qui sont quand même assez vastes. Et donc comme ça, on se laissait porter, parce que moi, je voulais partir justement de cette question de l'égalité homme-femme, arriver à cette notion anthropologique existentielle que la liberté et que l'égalité est basée sur cette complémentarité, qui est voulu par le Créateur et par la nature. Et bien sûr, après, ça devient très compliqué. J'ai trouvé dommage un peu sa réaction parce qu'on avait un peu parlé avant des questions qu'on allait évoquer, et ça faisait partie des questions donc j'avais le rôle d'évoquer. Et le fait de me réduire à ces questions, bon voilà, j'ai pas trouvé ça très... Mais il a aussi, je pense que les gens étaient venus écouter M. Zemmour et pas forcément
un débat, voilà, un débat, et que du coup certains ont été déçus pour ça aussi. Et ce que moi j'attendais, c'était un débat sur tous ces sujets. Mais je ne me suis pas sentie agressée. Je pense que ça fait partie du... Je ne connais pas bien les débats publics comme ça, mais je pense que ça fait partie du jeu. On pourrait le dire que, au nom d'une certaine définition absolutiste de la liberté, on menace la liberté. Ça serait un paradoxe qu'on pourrait conduire. On ne refuse pas le débat, simplement on le pervertit par l'insulte et l'invective. Et on accepte rarement un débat loyal. Parce que la plupart des gens de la pensée dominante n'ont plus l'habitude de débattre, ils ont l'habitude de prêcher. Et donc ils se comportent un peu comme des prédicateurs fanatisés, et donc ils n'admettent plus la contradiction.